Alors, puisqu'on parle de déchets, je vois Jean ici, qui a hâte de vous parler de déchets qui contiennent 1 million de fois plus d'énergie. Jean aussi est un passionné de déchets. C'est une drôle d'affaire, hein, passionné par des déchets. Oui, merci Simon. Oui, je voudrais vous parler des déchets les plus précieux que l'humanité a jamais produits. Bon, étant donné qu'on fait une sorte de chronique des bonnes nouvelles, là, ben, il faut bien lui donner un nom, alors j'ai décidé de l'appeler pour en finir avec les déchets nucléaires. C'est pas ce qu'on entend d'habitude, hein? On dit que c'est pour des milliers d'années. C'est peut-être pas si vrai que ça. Cette nouvelle-là, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi, puis ça nous concerne parce qu'on a une centrale nucléaire au Québec, c'est Cancourt, au bord du fleuve Saint-Laurent. La centrale s'appelle Gentilly 2. Sur le terrain, à peu près une centaine de mètres au sud de la centrale, on peut apercevoir des conteneurs en béton. Ils contiennent ce qu'on appelle du carburant irradié. On appelle ça souvent des déchets nucléaires, mais vous allez voir, c'est un bien mauvais nom. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui craignent l'énergie nucléaire. Ils disent que ce type d'énergie-là est carrément ingérable à long terme parce qu'on ne sait pas quoi faire avec les déchets. Puis dans l'état actuel des choses, bien, on peut dire qu'ils ont en bonne partie raison parce que certains des atomes dangereux qu'on retrouve dans le carburant irradié, ils vont être radioactifs pendant des millions d'années. Mais là, on peut mettre un bémol à ce point de vue-là. C'est vrai que les atomes radioactifs qui sortent des centrales vont demeurer radioactifs pendant des millions d'années si on ne fait rien. Si on ne fait rien, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et oui, puis c'est ça qui est la grande nouvelle. En 2001, le Canada, avec 12 autres pays, a lancé un programme de recherche dans le but de développer des centrales nucléaires qui vont pouvoir détruire tous les déchets radioactifs que l'humanité a produits depuis 70 ans. Ils ont appelé ça, le projet, ils l'ont appelé Forum international Génération 4 parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans les designs des centrales depuis les années 50. Par exemple, la centrale de Gentilly 2, la seule qui est en opération au Québec, on dit qu'elle est de la deuxième génération. Celle-là en particulier est entrée en service en 1983, puis elle fonctionne encore. Puis Hydro-Québec a décidé d'ailleurs de la rénover. Elle va fonctionner jusqu'en 2035 finalement. Parmi les centrales qu'on dit de génération 3, on compte les réacteurs Candu 6 que le Canada a construits en Chine puis en Corée du Sud là, dernièrement. C'est des centrales qui sont en service depuis une dizaine d'années à peu près, c'est donc très récent. D'ailleurs, une qui a été terminée l'année dernière. Puis actuellement, en cours de certification, c'est très long, ça prend une dizaine d'années de certifier un design de centrale nucléaire. Actuellement, il y a un nouveau modèle qu'ils vont appeler le ACR 1000, qui veut dire Advanced CANDU Reactor, que Énergie atomique du Canada va peut-être construire en Ontario bientôt. C'est pas certain, ils n'ont pas pris leur décision là. Ces centrales-là sont considérées de la génération 3+. Elles vont commencer à être construites d'ici 3 à 5 ans, on peut espérer. Là. On l'appelle génération 3+, parce que c'est comme une catégorie à part. Parce que le cœur du réacteur, de la façon qu'il est construit, là, il ne pourra jamais fondre comme le célèbre cœur de la centrale de Tchernobyl, par exemple. On dit que le cœur du réacteur, il y a une réactivité négative. Ça veut dire que s'il chauffe trop, la réaction ralentit au point que la centrale elle va presque s'arrêter toute seule. Du point de vue de la sécurité, là, ça veut donc dire une grande amélioration. D'ailleurs, je dirais que c'est la caractéristique principale de la génération 3+, la réactivité négative, c'est nouveau ça. La génération 4, celle dont je vais vous parler ce soir, elle est au tout début de sa phase de développement. Les ingénieurs, évidemment, veulent conserver le principe de la réactivité négative pour qu'elle ne puisse pas surchauffer. Mais la plus grande qualité qu'elles vont avoir, c'est de pouvoir utiliser les déchets nucléaires comme carburant. Si vous en parlez avec quelqu'un qui s'intéresse au sujet, il va peut-être vous dire qu'on le fait déjà avec les centrales actuelles. C'est vrai, on le fait déjà, puis depuis 40 ans même, là, mais assez timidement, par exemple. C'est la France qui est la pionnière dans le domaine. Au moment où on se parle, il y a 20 de leurs 58 réacteurs qui consomment des déchets nucléaires comme carburant. C'est pas tellement connu, ça. Du plutonium, des bombes atomiques dans des centrales nucléaires, quand même. En fait, évidemment, ils ne mettent pas les déchets purs, c'est un mélange. Dans le cas des centrales françaises, ils mélangent environ 5 de plutonium avec 95 de ce qu'on appelle de l'uranium appauvri.
C'est une sorte d'uranium qui n'est pas radioactif. On va revoir ça tantôt. Là, on va un peu vite, hein? Mine de rien, là, radioactif, plutonium, uranium appauvri. Là, je vous rassure tout de suite, je n'avais pas l'intention de plonger là-dedans en faisant semblant que tout le monde ici sont des experts dans le domaine nucléaire. Ça risquerait d'être un peu ennuyant, je pense. Hein? Et puis peut-être pas très convaincant. Parce que j'aurais beau utiliser des mots exacts, là, techniquement, là, en rapport avec le domaine, si ça ne correspond pas à des idées claires pour tout le monde, j'ai l'impression que je vais m'agiter tout seul en avant et on n'avancera pas beaucoup à soir. Mais si on veut que les mots techniques deviennent clairs pour tout le monde, il va falloir qu'on plonge un peu. Mais est-ce qu'on a le temps là, ce soir? Est-ce qu'on a le goût? Hein? Est-ce qu'on a le goût de parler d'énergie nucléaire ce soir? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas passer tout droit et faire un petit résumé? Là? On pourrait passer vite. D'ailleurs, on est habitués, les journalistes, c'est ça qu'ils font tout le temps. Là. En fait, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Hein? Ils ont 2-3 minutes. Alors, il faut qu'ils résument leurs nouvelles. Puis, si c'est un peu trop technique, là, eh bien, ils rencontrent un ou deux spécialistes. Ils nous montrent un extrait d'une entrevue avec le spécialiste, une ou deux phrases. Puis, ils terminent leur topo là, en résumant le point de vue de l'expert. Mais souvent, c'est tellement résumé là, que ça ressemble plus à une opinion. Souvent, après la nouvelle, on se souvient que l'expert avait l'air optimiste ou pessimiste. Mais la plupart du temps, là, s'il y avait un référendum sur le sujet le lendemain, on se sentirait peut-être un petit peu piégé. Bon, c'est vrai, il n'y a pas... c'est pas à toutes les élections qu'il y a des enjeux uniques et compliqués, là, mais parfois, presque. Là. Souvenez-vous, il y a 20 ans, là, on a eu une élection, il y avait presque un seul enjeu, c'était le libre-échange. Ceux qui sont plus jeunes, vous en souvenez pas ici, par exemple. Hein. Mais ceux qui sont un peu plus vieux, vous en souvenez. Puis plus tard, en plus, là, il disait que ça nous prenait le libre-échange absolument. Puis plus tard, en plus, il fallait déréglementer tout le secteur financier, puis même les banques. Puis avec ça, là, on allait devenir super compétitif. Puis ça allait être la prospérité assurée. Puis regardez où on est rendu aujourd'hui. Bon, on ne s'embarquera pas là-dedans ce soir. Là. C'est un sujet qui est pas mal trop vaste. Mais bref, parfois, il y a des élections. Puis on se fait embarquer pas mal. Et c'est nous, hein, on élit ces gens-là. Là. On vit avec les conséquences après. Alors ce soir, on aimerait ça vous donner un exemple, beaucoup plus simple, là, mais qui est potentiellement aussi important, puis qui a un énorme rapport avec le sujet de notre deuxième bonne nouvelle. Puis l'exemple qu'on voudrait vous présenter, il fait ressortir le fait que parfois, même si on est inondé d'informations sur un sujet, là, le principe le plus important, il ressort presque jamais. Au point que parfois, une population entière pourrait ne pas reconnaître une faille importante dans le programme de parti, puis élire un gouvernement qui va même empirer la situation plutôt que de l'améliorer. L'exemple est assez simple, il est très d'actualité. C'est la fameuse dualité entre l'énergie éolienne d'un côté, puis les énergies qu'on dit traditionnelles, comme l'hydroélectricité ou les centrales nucléaires, ou au charbon, ou les centrales au gaz. Bref, celles qui font fonctionner le Canada pour l'instant. Là.